La semaine dernière, nous avons parlé de la bataille de Kidal qui était imminente. Ce soir, nous allons évoquer la bataille de Kidal qui est en cours. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Kidal, ce sera l'un des deux thèmes que nous avons retenus pour l'émission de ce soir, de ce lundi 13 novembre. Le deuxième thème que nous avons retenu, c'est le sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu en fin de semaine dernière avec moi sur ce plateau pour évoquer ces deux grands thèmes. Bourema Soulo, correspondant de 3 TV ici à Bamako. Bonsoir Monsieur Soulo. Bonsoir Haïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et un habitué de ce plateau, Monsieur Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir Monsieur Haïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour nous. Je le disais tout de suite et on va commencer par vous rapidement. Je disais la bataille de Kidal, elle est en cours depuis le samedi dernier. L'armée a lancé l'offensive sur cette ville dans le nord du pays qui est aux mains des groupes rebelles, ex-rebelles selon les dénominations qui sont employées depuis plus d'une dizaine d'années. Déjà, première question, quelle est votre analyse sur cette offensive lancée par les FAMA? Merci Monsieur Haïdara pour la question. Vous savez, cette bataille, comme nous le disions chaque fois, elle va avoir lieu. Puisque Kidal, il faut que Kidal revienne dans les girons de l'État malien. Et conformément à la résolution de l'ONU, et les différentes emprises devaient être rétrocédées à l'État malien. Vous avez vu que le processus a été enclenché jusqu'à Aber, où on a commencé à rencontrer des résistances. Ce qui, déjà, indiquait que le grand défi, ce serait Kidal. Parce que Kidal, comme Ber, c'était vraiment les fiefs, les bastions même de la rébellion armée. Maintenant, quand les troupes ont pris la route sur Kidal, il y avait quand même les forces, les casques bleus. Et il y a un agenda. Mais malheureusement, les forces qui étaient là, qui devaient quitter de façon coordonnée et ordonnée, mais ont quitté précipitamment et de façon désordonnée. Ce qui déjà indiquait une situation à laquelle les forces armées maliennes devaient se préparer. Et quand on est arrivé à Thessalite, à Nefif, déjà, Kidal se préparait à faire la résistance. Mais nos troupes, sachant bien ce qui les attendait, elles le font chaque fois à travers le communiqué que l'armée va progresser de façon stratégique. Maintenant, avant le jeudi passé, où les troupes ont commencé le mouvement, la progression vers Kidal, vous vous rappelez qu'il y a eu des actions ciblées. On a ciblé des mouvements de troupes aux alentours du camp qu'on a neutralisés. Et aujourd'hui, nous sommes presque à la porte de Kidal. Et nous allons rentrer à Kidal. Mais ce que l'armée redoute, c'est que nous avons une armée professionnelle. Et l'armée ne veut pas tomber dans le piège que ces rebelles ont tendu. Ils s'attendaient à ce que l'armée essaie de faire le forcing. Dieu seul sait ce qu'ils ont préparé sur le terrain, ils ont miné le terrain. Et quand les troupes rentrent aussi, à Kidal, on ne sait pas qui est qui, une ville qui a été occupée pendant presque 10 ans. On sait, l'ennemi, il n'a pas de visage. Très bien. Donc, je vais terminer par dire que le piège, c'est quoi? C'est qu'ils cherchaient à nous forcer à rentrer, à forcer et à commettre l'irréparable. L'irréparable, c'est quoi? C'est de tirer dans tous les sens et de faire des victimes civiles, et pour que nous soyons aujourd'hui indexés par la communauté internationale. Et je crois que l'armée a compris, l'armée avance et elle va prendre Kidal dans les heures ou les jours qui vont venir. Parce que il n'y a pas d'obstacle, quoi. Il n'y a pas d'obstacle. Parce que tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs maintenant, la situation a changé, parce qu'ils avaient des propagandistes qui faisaient des communiqués pour essayer de briser le moral des Maliens. Parce que
Avant, il y avait les radios internationales, RFI et tout ce qui s'ensuit, qui entretenaient une campagne qui faisait la promotion de ces rebelles, et qui montrait toujours que l'ennemi prend le dessus sur le Mali. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus le cas. Les gens, ils se cherchent. Et entre eux-mêmes, ça ne va pas, parce que le CSPD qui est là, le cadre stratégique permanent qui est là, n'a pratiquement pas de combattants. Très bien. Aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a que des Ouzbeks, des Algériens, des Soudanais et autres qui sont là. Il reste encore à prouver. Mais c'est vérifié, parce qu'ils ne sont pas là. Très bien. Alors, M. Soulou, sur le terrain, il y a des informations contradictoires. On a les informations de l'armée, il y a des informations du CSP. On sait que la difficulté pour les journalistes, c'est de pouvoir filtrer ces différentes informations-là, parce que si vous n'avez pas quelqu'un sur le terrain, c'est très, très compliqué. Alors, comment on peut savoir exactement ce qui est en train de se passer sur le terrain, finalement ? Bon, je crois que les informations, comme vous l'avez dit, c'est très, très compliqué, très difficile de vérifier les vrais du faux. Parce que, comme vous l'avez dit, nous, de notre côté, l'armée parle, communique, là-bas aussi, et aussi ils communiquent. Mais une guerre de communication classique. Une guerre de communication classique, en fait. Exactement. Donc, du coup, nous qui sommes du côté de la République, nous devons nous en tenir des communiqués officiels. Parce qu'on peut quand même dire que de l'autre côté, ce qu'ils disent, souvent ça ne tient pas la route parce que aussi nous sommes on vérifie, on a des outils de vérification. Souvent, les images qu'ils nous montrent, les images, les vraies, sont des fausses images, des images qui sont antérieures à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Et comme hier, il y a des images qui ont été partagées. Exactement. Quand on voit ces images-là, on se dit que c'est que nous, notre armée, parce que ce qu'il faut se méfier, c'est des réseaux sociaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a des super patriotes, hyper patriotes, extra patriotes qui donnent des informations que même nos autorités n'en ont pas. Ils combattent à la place, ils communiquent à la place de nos autorités. C'est ça qui est dangereux. Parce que c'est un piège, ça peut exposer même nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'ils divulguent tout sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est à déplorable. C'est pourquoi les journalistes doivent quand même s'en tenir. Aujourd'hui, c'est vrai, l'armée, on l'appelait la miotte, mais aujourd'hui, il y a une direction, la DIRPA, avec à sa tête le colonel Suleiman Dambélé, communique beaucoup, donne beaucoup plus souvent des détails. Même comme vous l'avez dit, parce que les journalistes ne sont pas des citoyens. Les journalistes ne doivent pas être des citoyens lambda qui gomment, qui avalent tout ce qu'on leur donne sur le plateau d'or. On doit avoir des sources, des vérifications sur le terrain. Comme vous l'avez dit, c'est difficile pour les organes aujourd'hui de déployer des journalistes sur le terrain pour aller vérifier. Si c'est dans d'autres situations, même ce qui se passe à Gaza, les journalistes sont souvent invités pour aller vérifier, de constater de visu ce qui se passe. Et aujourd'hui, au Mali, c'est un peu compliqué. Vous avez évoqué la DIRPA, la communication, c'est aussi adapté au contexte, parce que les communiqués sont plus courts. On n'évoque plus les bilans ni humains ni matériels. Exactement. Et nous, quand on regarde les réseaux sociaux, souvent il y a des gens qui annoncent que l'armée est déjà à Kidal, alors que quand on lit le communiqué de la DIRPA parle d'avancées stratégiques importantes. Ne parle pas d'entrer dans la ville de Kidal. Et aujourd'hui, ce qui est plus important, à mon avis, des journalistes, des citoyens, ce n'est pas l'occupation, ce n'est pas l'entrée en Kidal qui doit être notre objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de faire de sorte que... Et ça a déjà commencé. Hein. J'ai vu le ministre de la Réconciliation a rencontré tout récemment des notabilités, notamment des régions de Kidal, avec qui ils ont parlé de franc langage pour que les combattants qui sont là-bas déposent les armes et se rejoignent à l'État central. Aujourd'hui, quel qu'en soit Alpha, parce que Kidal quand même a toujours été une épine dans le pied de l'État malien, l'État central, occuper une ville, comme l'a dit Laya, qui échappe au contrôle de l'État central depuis 11 ans, occuper militairement, ça va être compliqué.
parce que même s'ils quittent la ville de Kidal, on n'est pas sûr à 100% de que ces gens-là vont se limiter à ça. Et moi, je suis content, dans la mesure où même l'armée malienne, sinon la DIRPA, ne mentionne pas les ex-rebelles. Parce que dans les communiqués, quand on lit les communiqués, on parle tous des actions terroristes. Et ce sont des terroristes. Donc, si ce sont des terroristes, la guerre terroriste n'est pas gagnée du jour au lendemain et ne sera jamais peut-être gagnée un jour. Parce que les armées les mieux aguerries, les mieux formées, les mieux équipées, que sont les États-Unis, la Russie, n'ont jamais gagné une guerre terroriste. Donc, peut-être, on avait à un moment donné avancé des options de dialogue. Comme ce sont des Maliens qui sont à la tête de ces groupes terroristes-là aussi, comme les ex-rebelles qui sont aujourd'hui réunis au sein du CSP, je crois que l'État, exactement, le gouvernement doit aussi manier le bâton, la carotte, pas seulement que le bâton, parce que le tout militaire, on l'a maintes fois dit, répéter le tout militaire à ses limites. Et aujourd'hui, ce qui se passe, quand on regarde, il y a l'euphorie sur les réseaux sociaux, et c'est très très dangereux pour un pays en guerre, pour une armée qui s'adapte sur le terrain, comme il a dit. Tellement que quand on regarde aujourd'hui, quand même nos forces de défense et de sécurité lisent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est galvanisant, ça donne envie de forcer, ça donne envie de faire le forcing. Mais comme il a dit, le terrain est miné. C'est très compliqué de plaire aux Maliens, de faire plaisir aux Maliens qui veulent entendre seulement des bonnes nouvelles. Certes, on veut tous entendre des bonnes nouvelles, mais il faut laisser l'armée faire son travail comme elle entend faire. C'est notre pays. Alors, on ne doit pas presser, on ne doit pas presser. On a tout le temps qu'il nous faut. Même si c'est 20 ans là, c'est notre pays. On n'est pas une armée d'occupation. C'est une armée républicaine. M. Soulou vient d'évoquer le fait de ne pas se presser, mais est-ce que vous pensez que la date du 15 novembre qui avait été arrêtée de concert entre les autorités et la MINUSMA est une date que les FAMA pourraient essayer, en tout cas, de respecter pour l'occupation de l'emprise de la MINUSMA, même si la MINUSMA est partie depuis pratiquement presque 2 semaines maintenant? Bon, si l'armée faisait l'effort pour rentrer à la date indiquée, moi je crois qu'elle n'a fait que respecter la légalité. Parce que le 15, c'est dans 2 jours. C'est la date indiquée. Mais maintenant, c'est la MINUSMA qui est en faute parce que c'est elle qui a quitté précipitamment. Maintenant, il l'a dit pour la sécurité de son personnel. La sécurité, mais c'est dommage. Hein. C'est dommage pour la sécurité. La MINUSMA est là depuis combien d'années? Quand la MINUSMA dit qu'elle va quitter parce qu'il y a le problème de sécurité qui se pose à elle, moi je crois que c'est un prétexte. Est-ce que ce qui se passe actuellement ne lui donne pas raison? C'est un prétexte. Parce que tout simplement, mais une ville que vous êtes là, parce qu'ils savent que, quelle que soit la situation, les hommes armés de Kidal ne vont pas s'attaquer à eux. Ça, c'est une évidence. Il y a eu quelques tirs sur un avion de la MINUSMA tout de même. Oui, mais c'est des actions de harcèlement. Moi, je crois que si ils s'aventuraient, c'est-à-dire ces rebelles s'aventuraient à attaquer la MINUSMA, ils savent à qui ils auront affaire. Et maintenant, revenant à la question si l'armée peut rentrer le 15, nous sommes au 13, aujourd'hui, demain c'est le 14. Moi je crois que Kidal est on est à la porte de Kidal. Hein? On est à la porte de Kidal. On peut rentrer aujourd'hui. Mais seulement. Est-ce que ce n'est pas l'euphorie qu'évoquait Bourema Solo tout de suite? Oui, mais on peut rentrer à Kidal aujourd'hui, mais nous, je l'ai dit, nous avons une armée professionnelle. Et l'armée sait ce qu'il attend. Et l'armée serait beaucoup plus heureuse si elle rentrait à Kidal et arrive vraiment à vaincre tous les postes de résistance et à occuper la ville. Moi, je crois que c'est ça à ce moment. Et c'est son rôle régalien. Cela va se réaliser dans les heures qui vont suivre. Moi, je crois que Kidal est à la portée des mains, quoi. Mais éradiquer toutes les poches de résistance, comme vous dites, ça va forcément se faire sur le temps long. Non, sur le temps, c'est vrai, parce que gagner la guerre, ce n'est pas aussi... Ça, c'est
un fait. Maintenant, faire réaliser la paix, c'est autre chose. Parce que les armes circulent, les hommes sont dans les familles. Ils ont enfoui les armes partout à Kidal. Et c'est eux qui savent où ils ont mis les armes. Maintenant, c'est à partir d'une communication qui va s'instaurer entre l'armée et les populations civiles qu'on va arriver quand même à identifier toutes les zones où des armes sont placées. Il a déjà évoqué, c'est déjà dur d'entrer en Kidal, mais est-ce que le plus dur, si l'armée entrait à Kidal, ce ne serait pas ce qui va se passer par la suite? Non, ça c'est indéniable. C'est indéniable qu'après la conquête de la ville, l'armée va s'attendre à des actions de harcèlement. C'est des gens qui savent, ils vont faire des actions d'éclat, chercher quand même à frapper. Ça, c'est une évidence, c'est dans toute guerre, c'est comme ça. Quand l'ennemi est vaincu, il n'a pas de solution. La seule solution qui s'offre à lui, c'est de se retirer et de chercher à procéder à des actions de harcèlement. Et c'est ce qui va se passer. Mais je crois que sur le long terme, ça va pouvoir être géré, quoi. Vous êtes d'accord, ça va pouvoir être géré sur le long terme? Si oui, comment? Bon, moi, ce dont je suis sûr, c'est que quand même l'armée veut rentrer dans Kidal. Et ce dont je suis inquiet, c'est, comme vous l'avez dit, comment y rester. Il ne faut pas oublier quand même que même dans nos... Parce que le Mali est vaste. Et souvent, nous, des Bamako, on a l'impression de connaître le terrain. Le terrain est une autre réalité que beaucoup qui sont sur les plateaux ici à Bamako, dans certaines localités du sud ou du centre, qui parlent, ne maîtrisent pas. C'est très compliqué et le douanier le disait, c'est très vaste, c'est très moins peuplé, il faut parcourir des centaines et des centaines de kilomètres souvent pour rencontrer ne serait-ce qu'une seule personne et c'est compliqué. Donc, moi, ce que je disais tantôt dans mes propos préliminaires, je disais que les autorités, avec le ministre de la Réconciliation, a quand même ouvert, on peut dire, un couloir de dialogue avec les autorités traditionnelles de cette région. Et moi, ce sont des Maliens, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des Maliens, Amadou Koufa est malien, Al-Gabache est malien. Tout ce qu'on combat aujourd'hui sont des Maliens. Et parallèlement à des actions militaires, on peut aussi ouvrir d'autres couloirs pour permettre le dialogue. Le dialogue peut se faire sur le territoire national. Bamako peut exiger parce que nous sommes en position de force. Et quand on a fait des rencontres à Ouaga et à Alger, le Mali, Bamako était en position de faiblesse. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on est en position de force parce qu'on est aux portes de Kidal. Donc, ceci étant, tous les voisins aussi sont silencieux, même exactement. Même la CEDEAO est silencieuse. Même la communauté internationale qui devait être la garante de l'accord qui a mis fin aux hostilités de 2011-2012 est silencieuse. Donc ça crée. Il était sous l'impulsion de la MINUSMA qui exactement. Donc ce que moi j'aimerais dire, que on doit, pour rester à Kidal définitivement, on doit engager d'autres voies plus pacifistes que celles qu'on est en train d'emprunter. C'est vrai, il faut montrer nos muscles. Qu'il arrive à savoir, parce que comme je dis, ce sont des natifs de là-bas, de Kidal, qui connaissent leur zone plus que qui que ce soit. Peut-être dans le rang de notre force aussi, il y en a qui connaissent le terrain. Mais souvent, les forces armées, c'est des relèves. On fait des relèves de 6 mois, d'une année, et c'est des nouveaux qui vont arriver avant de connaître l'adaptation du terrain, tout ça, c'est compliqué. Mais si on passe par la voie du dialogue, on peut le faire. Et c'est entre intermaliens, c'est faisable. Si on le fait, qu'ils sachent que l'armée malienne, est républicaine. La ville de Kidal est malienne et doit être dans le giron, comme il a dit, malien. Je crois que ça va se passer avec moins de soucis. Mais si on veut s'installer des forces, il faut s'attendre à des actions, pas seulement de harcèlement, mais que Dieu nous en préserve. Un bis répétiteur de ce qu'on a vécu à Glock. Ce n'est pas notre souhait, mais c'est quand même, il faut que l'armée progresse comme elle est en train de faire, sans écouter ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur leur plateau de vidéo
man pour dire on est ceci, on est cela. Sans écouter ces gens, il faut que l'armée... Alors, très bien, on a quelques minutes. On doit passer rapidement au deuxième thème de la soirée sur le sommet Arabie Saoudite-Afrique. Je sais que le thème de Kidal suscite passion et débat. Donc, ce sommet s'est tenu les 10 et 11 novembre. Il y a plusieurs chefs d'État africains qui se sont déplacés sur place à Riyad, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, le président du Nigeria, également président en exercice de la CEDEAO, aussi était sur place. Agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. Déjà après Russie, après les États-Unis, après la France que nous avons connue depuis plusieurs années, après la Turquie, peut-être d'autres pays aussi que j'oublie. Le Japon, la Chine. Maintenant, un sommet Arabie Saoudite-Afrique. Est-ce que c'est l'occasion pour l'Arabie Saoudite aussi de montrer ses différentes potentialités? On sait que le Royaume est engagé depuis plusieurs années maintenant dans une stratégie de communication qui se faisait dans les pays occidentaux, maintenant vers l'Afrique. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi, M. Diarra? Il faut dire que ce sommet, c'est quand même une occasion. Vous avez vu le niveau de présence des chefs d'État et de délégation. Ce sommet, je dirais que c'est quand même une occasion historique. Une occasion historique pour permettre quand même de poser les bases de l'intensification des relations multilatérales et entre l'Afrique et l'Arabie Saoudite. Vous savez, l'Arabie Saoudite a d'énormes potentialités. Et vous avez vu, à marge du sommet, les accords qui ont été signés, et de près, les protocoles qui ont été signés avec certains pays. Je crois que prenons le cas du Niger, qui est un pays qui est confronté à la même situation du Mali, qui est sévéré de tout, parce que sous sanctions. Et je crois que dans le domaine éducatif, je crois qu'il y a eu des engagements qui vont permettre quand même au Niger quand même de pouvoir un peu respirer, quoi. Justement, par rapport à ces accords-là, désolé de vous couper, il y a certaines craintes aussi, puisqu'il y a certains observateurs qui estiment que les accords de prêt signés avec l'Arabie Saoudite sont conditionnés à une certaine pénétration du wahhabisme dans ces différents pays. Non, ça dit, il ne faut pas voir le diable partout, quoi. Il ne faut pas voir le diable partout. C'est vrai. Et quand on voit l'Arabie Saoudite venir, les gens vont tous se dire que c'est parce que ils veulent atteindre un objectif. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, avec ces ressources, ces potentialités dont ils disposent, ils vont se dire que c'est pour contrer même l'influence du Qatar et de l'Iran. Par exemple, au niveau de l'enseignement. Parce que souvent, ils posent des exigences au niveau de l'enseignement. Quand ils disent que l'enseignement arabe dans certaines écoles, qu'ils imposent au pays, ça peut amener quand même à essayer d'influencer un peu les pays. Moi, je crois que je ne vois pas ce problème en ces termes. Moi, je vois plutôt en termes d'opportunités qui s'offrent au pays dans tous les secteurs. Santé, éducation, culture, transport, et j'en oublie, quoi. Ok, très bien. Et vous, M. Soulo, comment vous voyez ce sommet? Et comme il l'a évoqué, vous, quelle est votre vision, votre analyse par rapport à cela? Bon, pour moi, ce sommet, c'est un sommet de trop. Et ça ne glorifie pas l'Afrique. De plus ou de trop? De trop, de trop, de plus de trop. Moi, je parle de trop. Parce que ça ne glorifie pas l'Afrique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il faut voir, comme vous l'avez cité, comme des pays. Ce sont des pays, ces pays souvent n'ont même pas la superficie du Mali. Et c'est tout un continent, on appelle, face à un seul pays. Tout un continent. L'Afrique, là, là, c'est 54 pays. On invite l'Afrique en tant qu'un seul pays, alors que l'Afrique, c'est combien de milliards de personnes? Mais l'Arabie Saoudite a beaucoup pas non, ce que je dis. L'Afrique, c'est comme le pays. Tout le continent va s'asseoir. C'est pourquoi j'ai dit. Tout le continent est allé pour discuter avec la Russie. Tout le continent est allé pour discuter avec la Chine. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. Il faut laisser l'orgueil de côté. Voir en termes d'opportunités ce que nous allons gagner dans ça. Vous avez dit. C'est le débat de caniveau, parce que quand les gens vont
S'il vous plaît, M. Non, Diarra, non, s'il vous plaît, allez-y. Quand vous avez parlé des objectifs à atteindre pour ces pays, personne ne donne son argent gratuitement à aucun pays. Et ces pays ont travaillé dur pour avoir ce qu'ils ont. Pourquoi l'Afrique ne peut pas faire autant? Ce n'est pas de dire égoïsme, de l'égocentrisme ou autre. Ce n'est pas ça en fait. C'est peut-être du gagnant-gagnant aussi. Non, c'est du gagnant-gagnant. Moi, ce que j'ai dit. C'est du gagnant-gagnant. Moi, ce que j'ai dit. Quand vous avez dit certains observateurs ont parlé de wahhabisme, d'autres contre Qatar, c'est comme nous sommes un terrain vierge. Les gens viennent jouer leur rivalité sur notre continent. Ce n'est pas ça qui glorifie l'Afrique. Mais est-ce que le monde même n'est pas basé sur ça? Non, moi ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez vu les Chinois aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu le Mali, notre pays, le Mali qui se dit indépendant, qui se dit souverain, qui a beaucoup d'autres potentialités, comme vous l'avez dit, parce que l'Afrique est quand même considérée comme le continent de demain. Quand vous voyez, est-ce que le Mali a fait un sommet avec les États-Unis? A invité, a dit, j'organise un sommet avec les États-Unis. J'organise un sommet avec la France. Pourquoi n'avons-nous pas cette puissance? C'est ça en fait. C'est un sommet de trop. On est toujours dans l'assistanat, on est toujours dans la mendicité. L'orgueil là. Non, ce n'est pas de l'orgueil. 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 C'est un pays Il faut travailler. On ne veut pas travailler. On veut être assisté. On veut être assisté. On veut être assisté. Il faut travailler. Seul le travail paye. On estimait à 75 milliards de dollars. Ils ont travaillé pour avoir ça. Pourquoi on ne travaille pas? Ça, c'est. Très bien, c'est noté. Le fonds travailler. Le Mali a toutes les possibilités pour avoir ça. Le Mali avec l'Office du Niger, avec le soleil qu'on a, on peut tout. Non, il faut travailler. On ne travaille pas. Il faut travailler. C'est noté, Bourema Soulo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes correspondant de True TV ici au Mali. Merci à M. Laya Diarra du Soir de Bamako également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.